Je voudrais aussi vous parler de qu'est-ce que ça génère comme données. Selon Cisco, une étude faite en 2011, 20 typical households, c'est une maison typique, on va dire. 20 maisons typiques génèrent autant que tout le trafic Internet en 2008. En 2011, 20 maisons typiques génèrent autant de trafic Internet en 2008. Donc vous imaginez un peu la quantité de données à stocker, à traiter, etc. Je vais vous donner un petit exemple. Qui a entendu parler de Google X Nanoparticles? Une personne, deux personnes, trois. Allez, ça commence à monter. 1, 4, 3 personnes. Ok. Alors, Google X Nanoparticles, c'est un projet Google X. Alors, Google X, c'est quoi? Google X, c'est un département de recherche au sein de Google. Je vais parler beaucoup de Google parce que je connais un peu Google parce que je suis le fondateur de la première GDG Google Developers Group en Tunisie et actuellement je suis country champion en Tunisie. Donc je connais plus ou moins un peu les rouages, mais ça c'est un département qui est mais vraiment à part chez Google. Même les Googlers, ils n'ont pas le droit d'y aller, etc. Parce que c'est un département secret chez Google. Secret, mais on entend parler des choses que quand elles se réalisent. Ça, c'est la stratégie de Google en général. Donc, le Google X, ils ont créé un département dans lequel ils créent des solutions radicales pour des problèmes huge problems, de gros problèmes. Ils prennent les gros problèmes, ils essaient de trouver des solutions radicales avec un taux d'innovation qui soit de 10 fois les solutions existantes. Qu'est-ce qu'une innovation? C'est une amélioration normalement de 10%, au moins 10%, dans un process, dans un produit, etc., qui nous permet de générer un avantage financier ou quelque chose comme ça, dans le sens où on améliore la chose pour gagner sur les bénéfices, sur la facilité de travail, etc. Donc Google X, c'est pas plus 10%, mais plus 1000%. Ça, c'est la philosophie de Google X. Donc, ils ont créé Google X Nanoparticles. Nanoparticles, c'est des micro-robots qui vont être injectés dans votre corps et qui vont partir à la recherche de tout ce qui est cancer, à faire avec Allah, mais en plus, collecter des données sur votre état de santé. Okay? Ils font leur job, sont complètement indépendants et ils génèrent des données, ils génèrent des données. Ouais. Donc imaginez chaque nanoparticle, qu'est-ce qu'il va générer comme données, multiplié par le nombre de nanoparticles que vous pouvez avoir dans votre corps, multiplié par le nombre de personnes qui vont avoir ce process Sparket. C'est une société néerlandaise et qui travaille sur les capteurs portés par les bovins pour récolter un maximum de données sur leur état de santé, etc. et faire du télémonitoring sur ces bovins-là. Chaque bovin, il génère 250 mégas de données par an. Colvert. Donc, multiplier et multiplier, et vous allez voir la quantité de données que ça implique. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à la capacité parce que, qui dit Internet of Things, dit des devices, qui vont envoyer de l'information. Cette information-là va être stockée, ensuite va être analysée. Est-ce que ça part dans la même vitesse? Je ne suis pas très sûr. Aujourd'hui, on commence à se demander sérieusement, est-ce qu'on a réellement la capacité de répondre à tout ce flux de données
à le traiter et comment est-ce qu'on va le traiter. À un certain moment, il y a eu un gros problème par rapport à l'adressage. Ça part en nombre inimaginable. La première question, c'était comment est-ce qu'on va s'adresser à tous ces devices-là? Comment est-ce qu'on va communiquer avec eux? Comment est-ce qu'on va les identifier? Et c'était là où on a réellement vu la limite de l'IPv4. Et c'est pour ça que les télécoms un peu partout, ils ont commencé à pousser vers l'IPv6, parce que l'IPv6, on est presque sans limite. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais la limite de l'IPv6, c'est 100 fois le nombre d'atomes cumulés dans toute la planète. Donc, plus ou moins, ça résout le problème. Mais après, storing data, analyzing data, ça c'est autre chose. Là, on parle de nombres inimaginables en termes de quantité de données. Et là, c'est problématique, il faut se poser la question dès aujourd'hui. Et là, les gens ne se sont pas beaucoup posé la question, et ils ont commencé à penser à résoudre le problème, sans pour autant créer des usines et des usines d'ordinateurs ou de serveurs qui vont traiter des supercalculateurs, etc., parce que ça va partir dans deux vitesses qui sont complètement différentes. Ça ne peut pas se rattraper, on ne peut pas rattraper la vitesse à laquelle le nombre de devices connectés qui se vendent à l'échelle internationale. En 2014, par exemple, juste pour vous donner un exemple par rapport à tout ce qui est wearable devices, en 2014, il y a 400 millions de wearable devices. 400 millions. Imaginez un peu la quantité de données qui est générée par chaque wearable device envoyé au cloud, etc., etc. Donc, là, on commence à parler artificial intelligence. On ne peut pas tout envoyer, tout faire, parce qu'à un certain moment, l'Internet of Things, ça permet d'envoyer des données. Il y a du decision making à un certain moment. Par exemple, on a reçu telle donnée et on a vu que telle donnée était critique. Donc il faut que ça génère une réaction. À un certain moment, il va falloir que ça puisse avoir une certaine intelligence qui est aujourd'hui principalement manuelle. On a un algorithme, if égale, etc. Mais à un certain moment, ça aussi c'est très limité. Parce qu'on ne peut pas imaginer toutes les conditions dans lesquelles peut se trouver le device et tous les paramètres qui sont des paramètres évolutifs auxquels il est confronté le device. Donc, on sent, et on sent, quand on dit on sent, c'est les grands qui ont senti déjà cette importance de l'intelligence artificielle. Ils ont commencé à travailler là-dessus depuis des années. Mais aujourd'hui, on voit l'appétit par rapport aux sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui commencent à être rachetées une après l'autre, surtout celles qui ont un avancement assez significatif. Et je vais vous donner quelques exemples après. Donc, est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est la réponse? Quelque part, oui, parce que l'intelligence artificielle va permettre de dégager plus ou moins les serveurs et le cloud, etc. Et le traitement va se faire localement. La prise de décision va se faire localement. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas un simple traitement ou un simple algorithme avec des inputs et des outputs. Non, c'est quelque chose d'évolutif. Et même l'intelligence artificielle, c'est un concept qui est en train d'être développé. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler du projet Synapse. Qui a entendu parler du projet Synapse? Ok, c'est bien. Donc le projet Synapse, ils sont en train de construire carrément un cerveau humain. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont testé ça avec une ou deux neurones, ça a marché, et là ils partent dans la scalabilité. C'est un projet financé par la DARPA avec IBM et je ne sais pas quelle autre société. En tout cas, vous connaissez la Google Self-Driving Car? Ok. Mais est-ce que vous savez à peu près combien de capteurs peut être inclus dans une
self-driving car en général? Tiens, il y a quelques chiffres. 100? 900? C'est un peu moins. Mais ça va attendre 900. C'est 400. 400 capteurs peuvent être inclus dans une seule voiture et qui permet de tout voir, de tout monitorer. Et récolter ces informations-là, et là, ajouter disons, c'est pas réellement une caméra, mais c'est un scanner laser à 360 degrés, combiné avec les informations qu'on puisse avoir du cloud par rapport à la circulation, etc., etc. Tout ça est traité au niveau de la voiture. Et là, réellement, on commence à parler d'intelligence artificielle. Parce que la voiture va commencer à prendre des décisions. Et ça doit être des décisions presque instantanées ou instantanées. Et que ce soit the right decisions. Et c'est là où tout se joue. Comment est-ce que, disons, une intelligence artificielle peut prendre les bonnes décisions? Et c'est là où il y a tout un champ de travail. Donc, le petit exemple, c'est le Google Self-Driving Car. Mais, pas que ça. Est-ce que vous avez entendu parler par ce rachat-là? Nest, qui connaît Nest? Ok, c'est toujours les mêmes. Alors, Nest, c'est un thermostat intelligent. Pas plus que ça. La société, elle a été rachetée pour 3,2 milliards de dollars. Thermostat. Intelligent. Parce que c'est intelligent que ça a valu 3,2 milliards de dollars. Mais ce thermostat-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il s'autoprogramme en fonction des habitudes des personnes qui habitent dans telle maison. Il apprend continuellement disons, les habitudes et les préférences des habitants en fonction de la saison, en fonction de la personne, en fonction des horaires de travail, etc., etc. Et il s'auto-programme. Il sait par exemple, vous rentrez à 5 heures du soir, en fonction de la température existante, en fonction du weather, etc., etc. Il se déclenche automatiquement avant 10 minutes de 5 heures parce qu'il sait qu'à 5 heures vous devrez être là et il sait que vous êtes le premier à rentrer et il sait que votre température préférentielle est par exemple 21 degrés. À ce moment-là, quand Google a acheté Nest, Nest avait un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars, 320 millions de dollars, c'est pour ça que la valorisation était à 10 fois le chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, elle avait 100 brevets et 300 brevets déposés. DeepMind. Qui connaît DeepMind? DeepMind. Bon, faut dire que personne ne connaît DeepMind. Que d'aller se marrer quand Google achète DeepMind pour 400 millions de dollars. Ils vendent rien. Chez comme chez 400 millions de dollars. Et là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Tout ce qu'on sait de DeepMind, c'est qu'elle a été fondée par quelqu'un, un ex-champion d'échecs. Ce qu'elle fait, alors ça c'est leur description. DeepMind is a cutting-edge artificial intelligence company. We combine the best techniques from machine learning and system neuroscience to build powerful general-purpose learning algorithms. Elle travaille sur les algorithmes d'apprentissage. Comment faire apprendre à la machine des choses. Donc, DeepMind, elle a été achetée pour 400 millions de dollars. Mais à part DeepMind aussi, Boston Dynamics, par exemple, elle a été achetée pour un montant qu'on ne connaît pas encore, etc., etc. Donc, la folie d'acheter les sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle a fait rage actuellement. Et pourquoi? Parce qu'on sait que l'Internet of Things doit évoluer vers une intelligence artificielle. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on parle de connected devices, demain, il va falloir qu'on parle de smart connected devices. Et aujourd'hui,
faire juste des plateformes qui récupèrent de l'information et qui l'envoient, ou qui la traitent de façon basique, oui, pour aujourd'hui. Mais pour demain, il va falloir ajouter une couche métier. Et là, pour ajouter la couche métier, il va falloir penser à ce qu'on appelle the convergence of science. Qui a entendu parler de the convergence of sciences? Alors, pour vous définir ça, j'ai pris une citation d'un lauréat au prix Nobel, Philip Charles, qui a dit Convergence is a broad rethinking of how all scientific research can be conducted, so that we capitalize on a range of knowledge bases from microbiology to computer science to engineering design. It entails collaboration among research groups, but more deeply the integration of disciplinary approaches that were originally viewed as separate and distinct. This merging of technologies, processes, and devices into a unified whole will create new pathways and opportunities for scientific and technological advancement. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'un ingénieur informatique va demain travailler seul, concevoir des projets, ou un électronicien, ou des ingénieurs avec les électroniciens, les informaticiens, etc., ils vont travailler seuls. Non. Aujourd'hui, la conjugaison des différents talents et différents savoir-faire pour développer les devices de demain, il est très important. Et c'est ce qui a été dit par Philip Charles il y a plus que 10 ans ou plus, je ne me rappelle pas exactement de la date. Et le meilleur exemple de ça, je vais vous donner un exemple, d'ailleurs on en a parlé, c'est le site tuandroid.com. Si vous allez là-dedans, il y a une société qui s'appelle Big Vision. C'est une société actuellement qui est en train de lever des fonds sur Indiegogo. Elle a déjà fait 78% de son objectif et il lui reste encore 32 jours. Alors, cette société-là, elle combinait des spécialistes du hardware, du software, des ophtalmos, etc., et on trouve deux colonnes de spécialités qui sont complètement distinctes. Et là où on conjugue les efforts d'un ophtalmo avec des informaticiens et des électroniciens. Cette société, ce qu'elle fait, elle a développé un device qui se greffe sur un smartphone. Et ce device-là, il permet de faire un diagnostic ophtalmologique sans avoir besoin de tout ce qui est équipement cher et non transportable. Et c'est un dispositif qui est peu cher, mais vraiment peu cher, genre $40 ou $60 ou un truc pareil. Et ça permet de prévenir la cécité, l'aveuglement, avec ce dispositif-là. Et le diagnostic, il prend que quelques minutes avec une application à la clé, etc. Donc, ces gens-là, on a discuté avec eux. Et d'ailleurs, ils ont présenté leur talk au TED, etc. C'était vraiment impressionnant de voir ce qu'ils sont en train de faire. Et on va les inviter justement au DroidCamp Tunisia la prochaine fois. Mais ça, c'est pour vous dire que c'est très important de conjuguer les efforts. Et c'est très important dès aujourd'hui de commencer à parler avec les agronomes et de travailler avec les agriculteurs ou travailler avec les microbiologistes, etc., si on veut construire l'Internet of Things de demain. Voilà. J'espère que j'étais content. Merci, monsieur Gall. Merci beaucoup. On comprend vraiment pourquoi le mot e-revolution est légitime. Je crois que les questions vont affluer. Malheureusement, on va devoir zapper cette partie questions, puisque un de nos conférenciers est assez pressé, il a été contraint par des obligations. Monsieur Ravenouera, qui va nous parler un peu du Big Data. Ça va nous donner un aperçu avant le café break. Monsieur Ravenouera est le chef des pratiques d'engagement chez Ericsson en France. Monsieur Ravenouera, je vous en prie de présenter votre conférence qui sera intitulée From Big Data to Customer Experience